Culture Soccer. Culture Soccer. Bonsoir tout le monde, nous revoilà pour un nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% sur le foot canadien. Le premier, le seul, le meilleur, celui que tout le monde écoute, CS à l'érable, comme d'habitude au micro Adi Raphaël. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter à nouveau mon ami Daniel Cameron. Daniel, comment ça va aujourd'hui? Salut Hedy, ça va bien, merci. Et toi? Puis aujourd'hui, on a une grande nouvelle pour nos auditeurs. Je te laisse l'annoncer. Effectivement, mais avant, je voulais savoir comment tu allais, mais ça a l'air que tu veux pas dire comment tu allais, donc c'est correct. On a une grande nouvelle pour nos auditeurs, comme tu l'as dit, là. Une énorme nouvelle. CS à l'érable a décidé Daniel et moi, on a décidé comme quoi on aimerait avoir un troisième interlocuteur de temps. On avait tenté la chose avec Tristan d'Amour avant. Malheureusement, Tristan n'avait pas le temps d'être le co-animateur non plus dans le temps pour le futur. Et en fait, on a vraiment cherché sur qui pourrait prendre ce rôle-là. Et en fait, on a trouvé nul autre que Alex Rupert, qui écrit déjà sur Culture Soccer, pour ceux qui ne le connaissent pas, déjà un rédacteur pour Culture Soccer. Alex Rupert est vraiment un gros fan de tout ce qui est canadien. Alex, bienvenue dans la team officiellement. Bonjour tout le monde et merci de m'accueillir et ça me fait grand plaisir de rejoindre l'équipe de Culture Soccer CS à l'érable. Et oui, je suis vraiment honoré de l'invitation et j'ai vraiment hâte à tous nos futurs podcasts. Ouais, ben exact. On va avoir beaucoup de choses à dire, des opinions tranchées, des débats. On va parler de tout ça ici sur le podcast. Et avec Alex, ça va être nice parce que c'est très rare que et Daniel et Alex et moi et Alex et moi, on soit d'accord sur un sujet. On n'est jamais d'accord sur rien. Donc, je vous dis dès maintenant, on va avoir des discussions assez épicées sur toutes les choses. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que si jamais il n'y a pas de changement d'opinion, il n'y a pas de différentes opinions, je pense que le podcast devient assez insipide. Bah, écoutez, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va vraiment parler de tout ce qui s'est passé depuis la semaine passée ou bien dans les 2 dernières semaines dans l'univers du soccer canadien. Je dis les 2 dernières semaines parce que ceux qui ne le savaient pas, ben, la semaine passée, on a reçu Romain Molina, un épisode un peu hors série, si jamais vous voulez l'appeler, où c'était extrêmement intéressant. Mais là, on va revenir à l'actualité, à ce qu'on fait d'habitude. Donc, on commence en premier, un énorme dossier qu'on a, un énorme dossier. C'est en fait le dossier de York 9 FC. York 9 FC, c'est, je pense, la seule équipe de la Canadian Premier League qui est vraiment en train de travailler fort, très fort, pour construire son effectif dès maintenant pour 2021. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est sûr que tout le monde est en train de travailler, mais on voit beaucoup de transactions du côté de York 9 FC. On va parler des transactions un peu plus tard, mais est-ce que ça vous étonne de voir une équipe comme York 9 FC vraiment commencer aussi fort, aussi rapidement et de manière aussi tranchante? Alex, t'en penses quoi? Pas surpris du tout parce que je l'avais écrit dans un article, les ambitions de York 9. C'est sûr que le monde pense, OK, c'est York 9, c'est la Canadian Premier League, la CPL, mais vraiment, cette organisation a vraiment des visées mondiales. Ils veulent être un club world class, de classe mondiale. Donc, si on regarde les 20 transactions à peu près qu'ils ont fait depuis la saison morte, c'est un club qui s'est extrêmement rajeuni et ils ont un objectif clair. Ils veulent être compétitifs, mais ils veulent être compétitifs à long terme. Puis, les changements qu'ils ont fait dans le club, c'est pas juste, il faut voir au-delà de ce qui se passe sur le terrain, mais aussi de ce qui se passe en dehors du terrain. Parce que je pense que c'est tombé aujourd'hui la nouvelle que Angus McNabb, qui est le président et directeur général du club, ils ont procédé à l'embauche de Eva Havaris, qui devient la vice-présidente stratégique et des opérations pour le club. Et ceux qui ne savent pas, Eva
Eva Avaris était la vice-présidente pour la Ligue, pour la CPL depuis 2018. Puis, pourquoi c'est important de nommer cette nomination-là? Parce que c'est elle qui a été la pierre angulaire dans la capacité de la Ligue d'aller chercher des nouveaux sponsors. C'est elle qui a été la pierre angulaire pour l'acquisition de la Ligue 1 Ontario. C'est surtout grâce à elle que les Island Games à l'île du Prince-Édouard se sont déroulés comme que c'est le succès que ça a connu. Puis aussi, je veux donner du crédit à Quentin Paresis pour l'article qu'il avait écrit dans Soccer Québec, c'est bien ça? Oui, Quentin Paresis, effectivement. Il l'avait nommé comme une des personnes qui travaillait le plus fort pour la création d'une CPL pour les femmes. Et on sait que York 9 veulent lancer un club League One Ontario pour les femmes. Donc, on voit que du côté, dans les bureaux, c'est un club qui veut vraiment changer sa perception complètement. Puis, ça se traduit sur le terrain parce qu'on voit que Angus McNabb, il met vraiment son empreinte sur le club. C'est lui qui prend toutes les décisions sur le personnel. C'est même lui qui a engagé l'entraîneur adjoint pour Jim Brennan. Pas surpris du tout. Ils ont des aspirations à long terme. C'est pour ça que le club s'est beaucoup rajeuni et c'est pour ça qu'on voit tous ces changements-là. Du club qui existait en 2019 quand la Ligue a commencé, il en reste seulement deux. Il reste seulement le gardien Nathan Ingham qui a re-signé, puis Abzi qui a re-signé avec le club. Sinon, tout le monde est parti, où ils se sont énormément rajeunis. Fait qu'on voit là-dedans une stratégie à long terme de créer un noyau de joueurs, puis ils vont cultiver une culture, créer une nouvelle culture et espérer être des favoris pour remporter des championnats et être très compétitifs à l'avenir. Exactement. D'ailleurs, exactement. Oui, c'est ça. Du côté de York 9, je trouve qu'il y a une vision long terme, mais aussi c'est qu'il y a beaucoup d'arrivées parce qu'il y a beaucoup de départs. C'est aussi simple que ça, là. Je veux dire, actuellement, on a l'impression qu'il y a comme 40 joueurs, mais il y a juste, il y a 18 joueurs, là. Il n'y a pas 30 joueurs non plus, là, juste qu'il y a tellement de nouvelles chaque jour que, en fait, les départs sont compensés par des arrivées, là. C'est aussi simple que ça. C'est beaucoup de changements, là. C'est énormément de changements. Genre, d'habitude, tu construis un club en te basant sur une certaine colonne vertébrale. Mais là, cette année, comparativement à la saison morte entre 2019 et 2020, où il y avait quand même une certaine colonne vertébrale sur laquelle ils ont construit, ben, cette année, en 2020 et 2021, ben, toute la colonne vertébrale s'en va. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien sur lequel tu construis de concret, en fait. Tu recommences, c'est comme si c'était presque un club d'expansion de nouveau. Tu as juste, comme l'a dit Alex un peu plus tôt, tu as juste deux joueurs qui sont encore là, qui font partie un peu des meubles un peu chez York 9. C'est D.I.D. Nabzi et Nathan Ingham. Donc, pour moi, oui, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sous contrat, mais il y a quand même énormément de changements, n'est-ce pas, Daniel? Ben, il y a quand même plusieurs joueurs qui sont restés, là. Je veux dire, là, on parle de ceux de 2019, mais il y a quand même Petrasso qui revient, Ferrari, Aija Hurley, Isaiah Johnston, il y a Alvaro Rivero, Lowell Wright, Nicholas Hamilton, même s'il n'est pas venu pour les Island Games, malheureusement, il ne peut plus rentrer au Canada, mais il a re-signé. Il y a Chris Insa qui a fait une très bonne saison. On parle de York 9. Chris Insa, c'est une nouvelle arrivée. Oui, mais je veux juste revenir sur le sujet. Attends, Daniel, je veux juste revenir sur le sujet. Genre, on s'entend, c'est quoi la colonne vertébrale de York 9? Si jamais tu regardes York 9 version 2020, avant que la saison commence, ben c'est simple. Si tu me parles à moi, la colonne vertébrale de York 9, ben c'est simple. C'est Ingham, avec Luca Casparotto en défense centrale, les deux latéraux Donner et Abzi, au milieu de terrain Dichiara Aparicio et devant Telfer Porter. Ben pour moi, c'est ça, York 9. Ben là, tu n'as plus rien de tout ça. Tu n'as plus que Abzi Ingham. Et c'est là où je veux revenir, où genre la colonne, ce qui définit York 9 depuis sa rentrée en CanPL, ben il n'est plus. C'est complètement autre chose. Je ne sais pas si Alex, tu voulais ajouter quelque chose sur ça.
Oui, ben, au début, tu sais, c'est pas comme si Angus McNabb est arrivé là puis il voulait tout changer parce qu'on voit vraiment ça dans le sport professionnel. Quand un nouveau directeur gérant, ben, il veut recréer l'équipe à son image. Puis Angus McNabb, il a hérité de l'équipe 2019. Mais il l'a dit aussi sur le site de CanPL qu'il avait fait des offres à des joueurs pour les garder. Puis, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, c'est normal. Tu sais, as des joueurs, ils pensent qu'ils ont une certaine valeur et lui, il n'était pas d'accord. Alors, il en a laissé beaucoup partir parce que lui, il l'a même dit de vive voix que, d'un point de vue économique, ça ne faisait pas de sens. Puis, il avait consulté le club en entier, puis le club voulait rester. Mais tu avais trop de joueurs qui voulaient payer beaucoup plus de la façon qu'il parle. Puis lui, il dit, ben regarde, moi je pense que ça c'est ta valeur, puis toi tu penses que tu vaux plus, alors je pense que tu peux partir, that's fine. Puis lui, il va juste recréer le club à son image. Puis il a à demi avoué qu'il pense que Ryan Telfer et Chris Manella vont partir parce que il y a beaucoup de joueurs ils ont juste pas de contrat, comme ça, le japonais Segawa, Roger Thompson, Chris Manella, Kyle Porter, le milieu de terrain Murafushi et Ryan Telfer, eux, ils n'ont pas de contrat. Donc, ils ont jusqu'au 31 décembre pour s'entendre. Puis, il a avoué qu'il risque de perdre tout le monde. Puis, le seul il était prêt à s'avancer pour dire qu'il allait sûrement être capable de garder parce que les discussions sont avancées, c'est le défenseur central Roger Thompson. Parce qu'avec la retraite de Luca Gasparotto, il fallait le remplacer. Puis c'est pour ça qu'ils ont été chercher le jeune Canadien. Il était en Slovaquie. Ryan Lindsay. Lindsay, ouais. Ouais, Ryan 18 Lindsay. ans, défenseur central. Il a commencé avec l'Académie du Toronto FC. Il est parti au Dynamo Zagreb U19. Puis il a disputé seulement un match en Coupe domestique avec son club FK Ponroni en Division 1. Puis là, York Nine met la main sur un grand jeune garçon de 18 ans qui aura comme tâche de remplacer Luca Gasparotto. Puis aussi, pour remplacer. Puis tu sais, tu touchais ce point-là, puis c'est vraiment fascinant parce que Nathan Ingham, tu sais, quand on parle de York Nine puis on parle de gardien, c'est Nathan Ingham. Mais ils ont été chercher Nico Giantopoulos de Cavalry FC. Ils lui Le ont donné deuxième le gardien. numéro 1. Puis tu sais, Angus McNabb, il ne le cache même pas. Giantopoulos, c'est notre gardien numéro 1. On lui a donné le chandail numéro 1. Le numéro 1, puis il a été recommandé par Wilden parce qu'il a discuté avec Wilden. Puis la façon que Angus McNabb il parle, Nathan Ingham, c'est le numéro 2. Oh, wow. Ouais, ils ont engagé Nico Giantopoulos pour être le numéro 1. Wow. Puis quand Giantopoulos était dans les buts, il était solide. Puis on va se rappeler de York Nine, oui, Nathan Ingham, c'est un excellent gardien, mais des fois, sa prise de décision laisse à désirer parce que, à mon point de vue, York Nine aurait pu éliminer Montréal en championnat canadien, mais le penalty que Nathan Ingham a causé, ça a coulé le club. Puis, c'était pas la première fois qu'il faisait des choses comme ça. C'est un excellent gardien, mais des fois, sa prise de décision est juste douteuse. Giant Stopoulos, il était aussi fiable que Carducci. Donc, ça fait du sens. Ça fait du sens. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Bien, par rapport à Giansopoulos, c'est vrai qu'il a fait des bons matchs. Après ça, j'ai de la difficulté à avoir Ingham numéro 2. Donc, je ne sais pas si Ingham a l'intention de partir parce que là, il se posait rester. Est-ce qu'il a l'intention de partir ou pas? C'est ce que je me demande parce que je le vois mal rester numéro 2. Sinon, dans l'ensemble, je veux dire, on voit qu'il y a une mentalité d'avoir une équipe jeune pour avoir une vision long terme, justement, pour pas avoir à changer l'équipe chaque 2 ans.
Donc là, avec l'effectif actuel, je pense que c'est soit les joueurs restent, soit ils vont être transférés dans des meilleurs clubs, c'est-à-dire hors de la ligue. Euh, actuellement, je vois pas. Je pense que ça serait plutôt ça la vision du club là, de Angus McNabb, de vraiment avoir une vision long terme. On garde des joueurs qui fit un peu dans notre vision. Et les jeunes joueurs, ben, ils vont être en mesure de nous aider maintenant et pour le futur. Puis s'il y a des joueurs qui vont se démarquer, ben, ils vont partir, comme dans toute équipe dans le monde, là. Mais tu Mais sais, comment tu penses, Daniel, en fait, je vais avoir ton avis là-dessus, Daniel, de nouveau, là, mais comment tu penses que cette équipe et Jim Brennan va faire sans ces cadres-là? Parce que on s'entend que Gasparotto, on en a parlé plusieurs fois sur ce podcast, c'est quand même un des meilleurs défenseurs centraux de la ligue. Dikiara, c'est quand même un énorme joueur en milieu de terrain en tant que milieu défensif et qui a été exceptionnel avec cette équipe-là. Aparition, on en a parlé plusieurs fois de cette vision-là. Est-ce que tu penses que les joueurs, on va parler des recrues après là, je veux pas parler des recrues, mais je veux dire que genre, perdre ces joueurs-là, c'est quand même décevant, non? Surtout que c'est pas comme si ces joueurs-là étaient partis, je sais pas moi, en première division danoise, là, et la plupart sont encore, n'ont pas de contrat. Même que Aparicio, c'est le seul qui est parti signer à Pacific FC. Est-ce que pour toi, tu penses que... Il y a même des rumeurs qui disent il y avait des problèmes à l'interne. On va pas commenter les rumeurs là, mais est-ce que tu penses que c'est possible que ce soit vraiment des problèmes à l'interne ou est-ce que tu penses qu'effectivement Jim Brennan et McNabb ont juste pensé qu'il fallait tout scraper et recommencer à zéro? Ben, je pense qu'il y a un peu des deux. Pour les problèmes à l'interne, tant qu'il n'y a pas des joueurs qui vont commenter là-dessus, ça va être difficile de savoir si c'est vrai ou pas. Puis ça, il y a souvent un peu une omerta, une loi du silence qui se fait à ce niveau-là, même après plusieurs années. Sinon, ben moi, je pense que l'objectif, c'est peut-être de se dire, ben, on va avoir des joueurs talentueux. Euh, Puis peut-être qu'on espère justement que la saison prochaine, il y aura une vraie saison, là. D'ailleurs, où York Line a commencé à vendre des abonnements pour 3 saisons. Parce qu'avoir une équipe jeune sur un tournoi comme les Island Games, c'est très difficile parce que, une fois, surtout qu'il n'y avait pas eu de match préparatoire et tout. Mais avoir une équipe jeune sur l'ensemble d'une saison, ça peut se faire parce que oui, peut-être les débuts vont être difficiles, mais une fois que la mayonnaise pogne, ben, ça se peut que l'équipe peut devenir très forte offensivement, là. Là, de toute façon, Roger Thompson, ça se peut qu'il va rester pour encadrer la défense. Parce que je pense qu'en défense, c'est important d'avoir des tauliers qui sont plus expérimentés, qui vont permettre à des jeunes joueurs d'éclore. Mais il y a quand même Petrasso. Là, tu sais, Petrasso, c'est pas une recrue, mais il est en train de revenir en forme en Angleterre. Moi, je pense que ça va être une recrue qui n'en est pas une. Il y a quand même des joueurs étrangers. Il y a Hamilton aussi, il n'a pas pu rentrer au Canada. Là, il joue en Division 2 écossaise. Il y a Rivero qui revient. Tu sais, on n'arrête pas de parler de l'équipe de 2018, de 2019, mais il y avait des gars de 2020 aussi qui vont peut-être prendre plus de place, comme Max Ferrari. Elijah Harley, moi, je l'ai bien aimé aussi. Asaya Johnston, j'ai trouvé intéressant. Il y avait quand même des joueurs talentueux, là. On va pas. Lowell Wright aussi, là, il avait marqué un beau but. C'est tous des jeunes joueurs qui peut-être, justement, on s'est dit, on va leur donner les clés de l'offensive de l'équipe. Puis, de toute façon, c'est ça le but de la Canadian Premier League, là. C'est la Canadian Premier League, elle veut pas être le cimetière des Canadiens qui reviennent d'Europe, mais plutôt être le point de départ des jeunes qui n'ont pas eu leur chance, que ce soit au Canada ou ailleurs. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai juste peur, et là, je veux voir Alex ce qu'il en pense là. J'ai juste peur qu'on voit un peu la même chose qu'on a vu du côté de Pacific FC à leur première année en 2019, où il y avait trop de jeunes joueurs, et j'avais écrit un article dessus pour Québec Soccer, où je parlais à Marcel De Jong, et Marcel De Jong disait, ben, on avait trop de jeunes joueurs, puis on n'avait pas assez de gens pour les encadrer. Et j'ai comme l'impression que York Nine est en train de faire cette erreur-là, parce que tous les joueurs que maintenant que Daniel a mentionné là, Alex, c'est vraiment des joueurs très bons,
mais très jeune. On est en train de parler de Rivero, il a 23 ans. Wright, il a 17 ans. Max Ferrari, il a 20 ans. Il y a personne au-dessus de 23 ans, à part Johnston, Thompson Thompson et Ingham. Ingham, c'est les seuls qui, en tout cas, ils sont 4 ou 5 au-dessus de 23 ans, mais tout le reste en dessous de 23 ans. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir le même problème qu'on a eu avec Pacific FC, Alex? Possible, mais ce qui est clair, c'est que tu vois à qui Angus McNabb a décidé de prendre. Il prend une chance, c'est sûr, parce que ça va être un des clubs les plus jeunes de la Ligue. Il change complètement la chaîne de commande dans le club, mais tu vois à qui il donne les clés du club. Comme il l'a carrément dit, il a dit que William Wallace, le Brésilien de Fluminense, il l'a dit, puis ça, j'utilise ses propres mots, c'est le cœur du club. Puis ça, c'est un gros risque, parce que là, tu demandes à un jeune de 18 ans de supporter le club pour les années à venir, parce que je pense pas qu'ils ont signé William Wallace pour juste une année, puis on va le laisser partir comme Vasconcelos. Je pense qu'ils ont vraiment ils croient en Wallace, puis ils veulent vraiment tout miser sur lui, puis ils ont dit, lui, c'est le cœur. Puis on va construire autour de lui. Puis aussi, il faisait l'éloge du jeune de 21 ans, Julian Ulbrich, qui joue en Division 4 en Allemagne. Il dit que ça va insuffler un nouveau souffle dans le club. Puis aussi, il faisait l'éloge de Matteo Hernandez, qui jouait pour le club Colón en Argentine. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu ses statistiques, fait un peu de recherche. Et 22 ans, il a joué 5 matchs en première division en Argentine, un match en Coupe domestique et un match en Coupe Sudamericana. Pour lui, ça, c'est son noyau de genre, puis il a déjà voulu Il a voulu nous donner un petit tease pour dire qu'il pensait mettre la main sur un autre attaquant argentin. Tu vois qu'il donne les clés du club oui, aux joueurs étrangers, mais je pense qu'il veut signer des joueurs canadiens plus jeunes pour qu'ils puissent suivre la cadence. Il veut faire confiance à ses grosses signatures, puis il veut dire, bon, vous êtes mes grosses signatures, je vous donne le club, je vous fais confiance, puis je vais persévérer, puis je vais croire en vous, puis ça va être au-delà d'une année, puis il a cette attente que les jeunes vont suivre. Puis on a quand même quelqu'un comme Michael Petrasso qui est très important pour le club, qui va être là comme vétéran pour le club. Sa stratégie, c'est pas à court terme. Je pense pas que York 9 va gagner la CPL l'année prochaine ou dans 2 ans, mais je pense qu'eux, ils veulent construire un noyau solide pour mener d'ici 3 à 5 ans un club qui va maturer vers un club qui va être compétitif, qui va être capable de rivaliser en championnat canadien et peut-être même en CONCACAF League. Fait que eux, je pense que lui, il voit au-delà d'1 an. Puis comme lui, c'est un nouveau directeur gérant, mais lui, il a le luxe de dire, ça, c'est mon plan, tu sais, comme on dit dans les émissions sportives au Québec, ça, c'est mon plan quinquennal. Fait que lui, il s'assoit sur ses 5 ans, puis il dit, regarde, ça, c'est mon plan, puis ça va prendre peut-être 3, 4, 5 ans, je suis nouveau. Il a le luxe de faire ça, c'est bon pour lui. Je comprends la logique derrière de ce qu'il a à faire. Il a aucune pression de prouver quoi que ce soit en 2021. Il peut faire le club qu'il veut à son image pour les prochaines années à venir. Mais de toute façon, là, il y a 18 joueurs de signés. On ne sait toujours pas si Thompson va rester. Je pense qu'il va. C'est sûr qu'il y aura d'autres défenseurs qui vont signer. Parce qu'actuellement, il y a 4 défenseurs purs. Petrasso peut dépanner en défense. À l'Impact de Montréal, il avait joué en défense. Là, mais Petrasso, je ne pense pas qu'il ait été recruté pour ça. Puis je suis pas mal sûr qu'il y aura au moins 2 autres défenseurs qui vont être signés, puis il y a au moins un milieu défensif. Donc, à partir de là, je pense qu'il y aura peut-être justement peut-être les prochains joueurs, ça va être des gars d'expérience. Puis il a dit, il ne faut pas oublier que si tu veux faire jouer des jeunes joueurs, il faut que tu leur donnes les clés, comme il disait Alex, c'est que si tu as des jeunes joueurs et tu as des vieux, un entraîneur peut avoir le réflexe de faire jouer les joueurs plus expérimentés. Mais s'il n'y a que des jeunes joueurs,
ben là, on n'a pas le choix de leur donner des responsabilités. Puis si un ne fait pas la job, ben, tu laisses un autre jusqu'à ce qu'un des deux soit prêt. Puis il y a quand même dans ceux qui. La différence avec Pacific, c'est que Pacific, c'était la première année. Là, York Nine, il y a beaucoup de joueurs dans les jeunes qu'on a nommés qui vont être dans leur deuxième année à York Nine, comme Aija Harley, Isaiah Johnston, Lowell Wright. Ils vont avoir déjà fait une saison, ils ont connu les Island Games. Ils connaissent un peu la game, comme on dit, là. Puis après ça, dans les recrues, ben, ça va un peu dépendre de ce qu'ils vont vraiment apporter le plus attendu. Puis là, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. De toute façon, la plupart des recrues, on les a jamais vus jouer, là. Fait que, ça va être difficile de prévoir dès maintenant. Non, c'est pas une question de prévoir. Je suis pas en train de prévoir quoi que ce soit. Je regarde les faits. Les faits ici, c'est qu'on est en train d'aller avec une équipe très jeune en se débarrassant de la plupart des vétérans. Puis moi, ça me fait peur parce que ce qu'on a vu du côté de Pacific, c'est jamais bon. On a toujours vu dans le soccer, tu dois avoir assez de vétérans autour de toi. Si jamais tu vas avoir une équipe jeune, pour qu'elle performe, ben, il faut que tu aies assez de vétérans autour pour les encadrer. Donc après, bon, ça peut marcher, hein. Je dis pas que c'est sûr que ça va pas marcher. Je dis que l'histoire nous a montré que ce n'est pas un gage de réussite la plupart du temps. Donc c'est juste ça. Après, j'aimerais parler un peu des recrues. Vous en avez parlé un peu, surtout Alex, tu as parlé des étrangers qui sont venus, comme Matteo Hernandez, William Wallace, Julian Albrecht, et Daniel, toi, tu as parlé de Nicholas Hamilton, que des étrangers qui sont venus ici. Par contre, moi, Ben, j'ai trouvé très... Nicholas Hamilton, techniquement, c'est pas une recrue. Ouais, Il a mais été n'empêche, recruté. oui, oui, tu as raison, effectivement. C'est pas une recrue, mais n'empêche, on n'a pas vu grand-chose cette année de Nicholas Hamilton. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, on n'a pas énormément vu de choses de On lui. n'a rien vu, en fait. Il n'a pas pu venir Voilà. aux Island Games. Justement, exactement. Donc, on n'a rien vu de lui, là. Donc, on peut pas dire que c'est vraiment une recrue de ce point de vue-là, là. Donc, bref. Euh, Ce que je veux dire, c'est que il y a eu un recrutement aussi canadien, très, très jeune, avec beaucoup de très, très bonnes signatures. Je sais, Alex, tu as parlé de Nico Yantsopoulos, le deuxième gardien qui est maintenant numéro un d'après Angus McNabb. On a eu deux autres signatures avec Chris Kinsa, latéral droit, ou qui est capable de jouer en défense centrale et au milieu de terrain aussi, qui a été nommé dans les U21, dans les nominés des U21 pour les trophées de la CanPL 2020, qui vient signer ici à York Nine. Il y a eu son frère, Félix Kinsa, qui arrive à 17 ans. C'est un joueur qui peut jouer milieu défensif, il peut jouer défenseur central, il peut jouer aussi latéral droit, donc à peu près même position que son frère. Donc, ça peut être intéressant. Euh, Est-ce que on est en train de voir un club qui va avoir des vétérans internationaux avec des jeunes Canadiens autour pour les laisser vraiment arriver à maturité? Est-ce que c'est ça la stratégie derrière Angus McNabb, Alex? Ben, moi, je vois plus comment dire, tu vois que les internationaux sont très jeunes, à part Hamilton qui a 24 ans, mais tu vois que des gars comme Michael Petrasso, autres, John Stopoulos qui va entamer sa troisième saison, je vois la logique en arrière de, comme on dit en anglais, de madness, la folie. C'est parce qu'une des choses que j'ai remarqué dans la saison 2020, c'est que sur papier, ce que York avait signé, c'était très prometteur. Mais ça ne s'est pas traduit en succès parce que tu vois qu'il y avait une adaptation qui était nécessaire. Puis, ce n'est pas tous les joueurs qui ont été capables de s'adapter. Rivero a fait. Même Rivero, ça a pris 2-3 matchs avant qu'il s'adapte, puis qu'il commence à démontrer quelque chose. Mais Vasconcelos, tu vois qu'après 7 matchs, c'était juste pas là. Puis c'est pas une réflexion sur le joueur, mais c'est peut-être il avait besoin de plus de temps pour s'adapter. Fait que si tu as des vétérans canadiens ou même des jeunes Canadiens, mais qui vont être à leur troisième saison en CPL, mais eux, ils vont être capables d'aider les nouveaux internationaux qui sont très jeunes à s'adapter plus vite à la Ligue. Puis le jeune qui arrive de l'international, mais lui, il amène quelque chose de nouveau, un style de jeu nouveau,
Un pedigree qui est nouveau. Si je pense juste à penser à William Wallace de Fluminense, il amène quelque chose de complètement nouveau. Je pense que c'est cette recherche de chimie, quelque chose de nouveau à York 9. Parce que, tu sais, dans les faits, quand on pense à York 9, sur papier, ils ont toujours été très bons. Mais la première année, ça a été une déception, à part qu'ils se sont repris dans la deuxième moitié de saison. Puis 2020, sur papier, tout le monde disait « Oh my God, ils vont se rendre en finale. » Et c'était une déception. Tu sais, je ne peux pas blâmer Angus McNabb de faire le ménage. Parce qu'il se dit « Je vais garder le même noyau de joueurs, puis ça va me donner quoi? On va finir 3e, 4e. » Parce que Pacific, ils ont montré qu'ils se sont vraiment améliorés. Halifax s'est vraiment amélioré. Même Valor, défensivement, ils ont fait la job. Puis toi, tu vas arriver avec le même noyau pour donner quel résultat? Pour faire pire. Parce que même quand tu étais dans une ligue où est-ce que York 9 était clairement les 3e meilleurs ou 4e meilleurs, tu ne pouvais pas faire mieux. Imagine toutes les autres qui s'améliorent. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ben, je suis d'accord Moi, je pense que c'est... comme on dit, si tu refais la même erreur plusieurs fois, c'est quoi le proverbe déjà, là, comme qu'on dit de refaire la même erreur plusieurs fois, là? Mais anyways, c'est qu'actuellement, si tu reviens avec le même effectif, ben, tu n'as clairement pas appris de tes erreurs. Fait que là, au moins, si c'est une mauvaise saison, ben, Angus McNabb et Jim Brennan aussi auront une raison. Puis de toute façon, York 9, l'entraîneur n'a pas vraiment la pression de résultat, là. Je veux dire, ce serait, je pense que si Jim Brennan quitte, ça va être de son propre gré. Donc, ils peuvent se permettre d'essayer quelques joueurs. Mais de toute façon, si tu veux vendre des joueurs, surtout des joueurs étrangers comme Ulbricht ou Wallace, ben, il va falloir qu'ils jouent plus qu'une saison, là. Tu sais, 2, 3 saisons où ils vont marquer des buts ou vraiment se démarquer. Ben, c'est là que Ulbricht, peut-être qu'il y a une équipe de Division 2 allemande peut l'acheter ou même chose pour Wallace, peut-être une équipe de Division 1, Division 2 brésilienne qui va si son agent, il y a encore des contacts là-bas, il peut travailler là-dessus. Il y a Cédric Toussaint aussi là, qui vient de l'Impact de Montréal au milieu de terrain. On n'a pas parlé de lui. C'est un autre joueur québécois qui vient de Drummondville. Lui, il va être à sa première expérience pro. Mais il y a quand même des cadres, là, mine de rien, Nsa et Abdi sont jeunes, mais ils ont plus de 18 ans. Ils vont être rendus à leur 3e saison. Il y a Petrasso, lui, comme a dit Alex, il y en a vu d'autres. Ferrari, il y a de l'expérience quand même aussi. Fait qu'il y aura un mélange de joueurs avec de l'expérience et de joueurs avec moins d'expérience. Puis, comme j'ai dit, les emplettes ne sont pas terminées. Peut-être que d'autres joueurs vont signer, puis d'ici là, il y aura peut-être un effectif complet. Moi, je vois qu'on a un club qui est dans une optique de prévenir plutôt que guérir. On a des joueurs qui partent et on les remplace pendant qu'il y a des joueurs disponibles. Donc, c'est un peu cette optique-là. Ben écoute, c'est ça qui est beau dans ce podcast-là, c'est qu'on n'est pas tout le temps d'accord, puis chacun a des opinions qui se valent. Très sincèrement, moi, je pense qu'il faut plus de joueurs vétérans et bon, tant que ça n'a pas été fait, je ne serais pas très convaincu de cet effectif-là. Après, bon, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, bien évidemment. Et d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas signer de joueurs vétérans, hein. Donc, très possible qu'ils en signent. Comme tu as dit, on est loin d'avoir fini le mercato. Donc, pour York 9, j'aimerais juste aussi parler quel gros coup de la part de York 9 quand ils ont signé Kinsa. Pour moi, c'est le plus gros coup de York 9, en tout cas à l'échelle des joueurs qu'on connaît. Parce que tu le dis très souvent, Daniel, et avec raison, comme quoi on les a jamais vus jouer, les joueurs, on les annonce en grande pompe, puis on les a jamais vus jouer. Par contre, Crescenza, on sait ce qu'il apporte. C'est un excellent joueur qu'on a reçu ici sur CSA l'érable. On sait de quoi il est capable et c'est excellent. Par contre, moi, quand il a signé, je me disais, mais attends, je comprends pas. Il le signe,
Puis on sait qu'il y a Donner qui est là. Puis Donner, c'est un des bons latéraux droits de la CanPL. Puis là, quelques jours plus tard, on voit que Donner, il résilie son contrat parce qu'il était sous contrat pour 1 an. Il résilie son contrat avec York Nine. Est-ce que pour toi, Daniel, c'est un gros coup, Chris Novikinsa à York Nine? Est-ce que pour toi, on peut qualifier ça d'une réussite de la part de York Nine? Oui, parce qu'on apporte un joueur qui sort d'une très bonne saison, un joueur polyvalent qui, oui, il vient probablement pour être défenseur droit, de ce que j'ai compris. De toute façon, avec le transfert de Donner, ça se confirme. Quelqu'un qui vient pour être défenseur droit, mais il peut dépanner au centre, il peut dépanner même au milieu défensif si on a besoin. Et dans un effectif réduit avec le cap salarial qui n'a jamais été confirmé par la Ligue, mais que les gens proches de la Ligue ont confirmé, on sait que c'est important d'avoir des joueurs polyvalents, puis il remplit exactement ce rôle-là. Puis par la même occasion, on a ramené son frère. On l'a jamais vu. Moi, je l'ai jamais vu jouer, son frère, en tout cas. Mais il a 17 ans. Puis si, je veux dire, il a les mêmes ambitions que son grand frère, c'est du win-win, là. Tu viens de faire entrer un joueur de 17 ans qui aura de l'ambition et qui va être bien encadré, je l'espère, par son grand frère. Moi, je lui ai dit en DM, là, prends soin de ton petit frère, là. Donc, je veux dire, c'est du. Chris Novikinsa, pour moi, c'est un très gros coup. Parce que de un, tu as un joueur confirmé qui sort d'une très bonne saison. Tu as un joueur polyvalent. Et en plus, il t'amène un espoir qui peut-être apportera à l'équipe. De toute façon, il y a 17 ans, il y a quand même plusieurs années pour nous prouver, là. Et toi, Alex, t'en Ben, penses quoi? ouais, la façon que je vois la signature de Ensa, oui, c'est un gros coup, mais c'était nécessaire. À la minute que, je pense qu'il y a beaucoup de fans de York Nine qui ont presque fait une mini crise cardiaque quand ils ont vu Donner partir, parce que Donner, c'était un des meilleurs latérales droits. Fait aller chercher Ensa, ça faisait du sens. Parce que oui, tu veux rajeunir, oui, tu veux changer ta philosophie, mais tu ne peux pas non plus t'affaiblir à ce point-là. Pour moi, c'est un changement un pour un. Puis il y a il y a beaucoup de monde qui pense que Ensa, c'est le meilleur latéral droit de la Ligue. Une des raisons pourquoi je pense que c'est pas un accident que Segawa qui est hors contrat, c'est parce qu'ils essaient de négocier, parce qu'ils savent qu'ils ont Abzi. Oui, la signature de Ensa, puis amener son plus jeune frère Félix, c'est un bon coup pour York Nine. Ça amène une stabilité, oui, différente, mais tu t'affaiblis pas à la position. Et ça va être sa 3e saison dans la Ligue, donc une expérience, une influence positive sur un noyau de jeunes joueurs qui véritablement seront pas aussi expérimentés, pas dans le foot en général, mais dans cette ligue spécifiquement. Donc, tu as besoin de joueurs qui peuvent absolument apporter cette expertise. Ouais, bon, en tout cas, ça va être très intéressant la saison de York Nine. Je vous invite à suivre cette saison. On est très loin, hein? Les emplettes ne sont pas finies, comme on l'a dit assez souvent ici dans ce podcast. On va passer à un autre sujet. En fait, on a un gros sujet sur lequel on veut vous parler, mais on va vous parler un peu de 2 petits sujets comme ça rapides. J'aimerais une phrase de chacun d'entre vous, les amis, pour parler de ces sujets-là. En premier, Tyler Attardo. Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur-là, tellement prometteur ici en CanPL en 2019? Il va ici dans une 3e division chilienne inconnue, dans un club inconnu qui servait à rien. Puis on avait entendu beaucoup de rumeurs qui disaient que oui, mais ce club-là, il appartient à un gros conglomérat, puis il y a une entente pour qu'il aille autre part. Puis là, on voit, il va signer dans un club de 2e division, je ne me rappelle même plus de quel pays. Chypriote. Là, mais Chypriote. voilà, Chypriote. Est-ce que pour vous, c'est quand même bizarre, c'est louche toute cette affaire, non? Moi, je vais jeter les gants. Pour moi, regarde. Puis j'avais un peu mis mes idées là-dedans. Premièrement, tu as Valor. C'est la première saison canadienne. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton effectif.
Fait que de ma compréhension, la majorité des joueurs avaient un contrat d'1 an avec une option, whatever, fine. Tu sais, en bout de ligne, Attardo a dépassé les attentes avec 4 buts en 15 matchs pour... non, au total, c'est genre 6 buts en 20 matchs au total pour la saison 2019. Fait que Valor ont été très pragmatiques. Je le vends ou je le perds pour rien. That's it. Ils l'ont vendu. Je comprends le point de vue Valor, mais c'est plus le point de vue du joueur. Qu'est-ce que tu fais, man? Ben, c'est parce que, tu sais, je sais, tu sais, j'ai fouillé aujourd'hui, puis tu sais, il est avec l'agence Borneo Pro, puis j'ai regardé c'est qui leur client, puis c'est beaucoup de joueurs chiliens d'Amérique du Sud. Fine. Fait que moi, tu sais, je vais questionner peut-être est-ce qu'il a fait confiance au mauvais agent? Est-ce que l'agent lui avait donné un plan de match pour se rendre en Europe, puis COVID-19 est arrivé, puis ça fait dérailler toute l'affaire? Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'à son âge, puis ce qu'il a fait en CPL, il ne devrait pas être où est-ce qu'il est. Puis c'est rien contre la Ligue de Chypre en deuxième division. C'est rien contre eux. Mais moi, je pense qu'il se fait conseiller par les mauvaises personnes. Puis je peux comprendre Valor où est-ce qu'ils ont fait, ben regarde, on le vend ou on le perd pour rien. Parce que, tu sais, s'ils voulaient vraiment rester en Ligue, il y a une prolongation. Puis au pire, Winnipeg aurait demandé, même si Winnipeg voulait un prêt pour la saison 2020 ou 2021, il serait là. Il n'est pas là. Puis même au Chili, j'ai regardé, il n'a pas joué. Il n'a pas joué au Chili. So, je ne sais pas ce qui s'est passé là-dedans, mais je pense que c'est triste. C'est un gars qui a beaucoup de talent. Mais la force pour lui, je pense qu'il a un passeport européen parce que d'après sa fiche, ça dit qu'il est éligible pour Canada et l'Italie. Je vois le drapeau italien sous son nom. Donc, c'est peut-être une force pour lui s'il est plus mobile. Moi, je pense que COVID-19 est arrivé. Ça fait dérailler, je ne sais pas quel plan qu'on lui a vendu. Ça a tout déraillé l'affaire. Moi, ça, c'est mon interprétation. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Dan? Ben bien, moi, de mon côté, j'ai entendu les mêmes histoires. Là, c'est vrai que la transaction vers un club de Détroit chilienne, c'était assez douteux. Surtout qu'il y avait beaucoup de rumeurs à l'époque qu'il devait signer en Europe. Là, finalement, à cause du COVID, la Ligue chilienne n'a pas repris, il n'a pas pu jouer de match. Puis là, c'est peut-être ça justement qui a fait dérailler le plan. Là, je sais que le site Northern Tribune, John Jake, il a fait un article, une entrevue avec Attardo qui a expliqué qu'en fait, le transfert vers un club chypriote, c'est un prêt de 2 ans. Donc, et que initialement, quand il est parti de Valor, il voulait partir en Europe, mais il a manqué la fenêtre de transfert. Donc, c'est pour ça qu'il est parti au Chili. Lui, d'ailleurs, je crois que ses parents, il a des origines chiliennes également. Là. Ils viennent de Winnipeg, là, mais il me semble qu'ils ont des origines chiliennes et du côté chilien, il y a des origines italiennes, si je ne me trompe pas. C'est pour ça qu'il a pu utiliser ses connexions à l'étranger. Tu sais, on s'entend que Attardo, il a fait quand même des bons matchs, mais non plus, tu sais, le meilleur restait à venir. Là. C'était le genre de joueur que tu te dis, vaut mieux qu'il prouve une deuxième année, mais le vaut mieux qu'il prouve une deuxième année, c'est à double tranchant pour Valor. Là, tu sais, ça peut qu'il fasse une très mauvaise saison après, puis il n'y a plus personne qui voudrait de lui. Donc, je comprends un peu l'objectif de le vendre. Là, lui, il a dit qu'il compte pas retourner au Canada, sauf si ses agents pensent que c'est le plan, la meilleure solution pour lui, là. Donc, je veux dire, actuellement, il a joué quand même avec son club. Lui, de toute façon, il est arrivé là depuis septembre. Puis il a joué, il a commencé il y a environ 2 mois, là. Donc, tu sais, ça se peut que l'histoire, elle change quand même, là. C'est sûr que COVID a changé beaucoup les plans, puis les clubs vont peut-être moins dépenser, puis il y a beaucoup de joueurs qui souffrent financièrement actuellement et des clubs qui souffrent financièrement. Donc, la game, elle est un peu différente, mais ça peut très vite changer pour lui. Là. Je vais lui souhaiter bonne chance. Ouais, ben, on lui souhaite bonne chance. Très sincèrement, je vous trouve très gentil dernièrement. Là. Très sérieusement, moi, je suis Tyler Attardo. Être une star dans mon pays,
déjà commencer par devenir une star, parce qu'il n'est même pas une star. Tu l'as dit à Alex un peu plus tôt, il a fait une très bonne première saison, il a dépassé les attentes. Ben moi, j'aurais reconfirmé au moins 1 ou 2 ans avant d'aller directement dans une... OK, je peux comprendre, par exemple, Tristan Borges est parti en deuxième division belge. OK, ça c'est compréhensible, mais désolé, là. Tu vas en troisième division chilienne pour te retrouver en deuxième division chypriote. Avec tous mes respects pour la troisième division chilienne et la deuxième division chypriote, on s'entend que moi, en tant qu'observateur, je préfère être dans une première division au Kazakhstan que me retrouver en troisième division chilienne ou en deuxième division chypriote. Bref, ça c'est mon avis à moi, là. Et sachant qu'il était là dans son pays, il aurait pu avoir quand même un contrat ici. Moi, moi à sa place, je comprends pas. Je comprends très bien le choix de Valor. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ils ont fait un très bon choix. Il n'y a aucun problème là. Mais moi, en tant que joueur, j'ai pas compris le choix du joueur. Mais je respecte l'opinion de tout le monde, là. C'est juste que moi, je n'ai pas trop compris cette affaire-là. On passe au gros sujet. Le deuxième gros sujet de ce podcast, hein, sauf que cette fois-ci, on ne va pas passer autant de temps que sur York 9. Le gros sujet, c'est la base de données 21st Club. On en parle assez souvent, mais là, notre ami Oliver Platt a sorti quelque chose d'assez intéressant, comme quoi la Ligue est en train d'obliger les clubs de la CANPL à avoir un minimum de 4 joueurs étrangers au sein de leur effectif. Ces joueurs-là doivent faire partie de la base de données de 21st Club, soit doivent être approuvés par la base de données comme étant des clubs, des joueurs étrangers approuvés. Est-ce que vous trouvez ça bizarre qu'une base de données, qu'une entreprise externe fasse la loi un peu en CanPL? Daniel, t'en penses quoi? Ben, moi, c'est sûr que je suis contre. En plus, il nous a confirmé ce qu'on avait entendu l'année passée, Oliver Platt, que l'année passée, c'était deux joueurs. Cette année, c'est 4 joueurs. L'année passée, c'était pas clair si c'était obligé ou pas. Puis là, on a eu la confirmation. Par contre, c'est la Ligue qui approuve les joueurs étrangers. C'est pas 21st Club. Et je dirais, 21st Club, si un club veut ramener un joueur qui vient d'une ligue qui n'est pas dans leur base de données, ben, ce serait difficile pour eux. Mais c'est juste que la Ligue, en fait, veut s'assurer que les joueurs ont un potentiel de revente. Je peux comprendre l'idée derrière ça, mais comme je l'ai dit si souvent, les joueurs moyens, il y en a beaucoup dans le monde. Et c'est pas parce qu'on signe un Brésilien de 18 ans, puis je vise personne, que de un, il va être très bon, puis de deux, que quelqu'un d'autre voudra de lui. Parce que si l'objectif, c'est de vendre des joueurs après une bonne saison, la saison, là déjà, il faut dire que la saison 2020, elle n'a pas été une vraie saison, donc les joueurs ont pas pu se démarquer, puis les joueurs étrangers encore moins. Donc, mais à long terme, si on aura des vraies saisons, de quoi, 28 matchs, ben, il va falloir que le joueur, le Brésilien ou l'Argentin, ou peu importe le joueur étranger en question, il va falloir qu'il fasse au moins une vingtaine de bons matchs de haute qualité pour se démarquer. Puis en plus, quand la saison termine, là, c'est la saison terminée en novembre, là, et après ça, il y a le marché des transferts en Europe en janvier, en temps normal. Fait qu'il faut vraiment que, comme à ce moment-là, ben, il y a un club en Europe ou ailleurs dans le monde qui en aura besoin. Fait que je vois difficilement comment ce plan-là peut nécessairement de vouloir acheter et revendre, alors que c'est une ligue qui vient de se lancer. Parce que pour que des clubs étrangers soient intéressés par des joueurs, ben, il faut qu'ils aient une idée sur le niveau, là. Excuse-moi, un gars qui a été plus ou moins inconnu avant de signer en Canadian Premier League, qui est considéré inconnu dans beaucoup de pays du monde, ben je vois pas pourquoi je paierais pour ça si je peux en avoir gratuitement des gars sensiblement au même profil. Après ça, je veux dire, ça dépend toujours des agents, des connexions. Faut dire que la Canadian Premier League est disponible via MediaPro avec OneSoccer. Il y a beaucoup de contenu en ligne. Fait que ça aide pour faire des montages, pour vendre les joueurs.
Je veux dire, je suis d'accord avec l'idée d'être une ligue vendeuse et d'accepter son statut qu'on ne sera pas la MLS. De toute façon, veut devenir une ligue vendeuse, on sera Premier League, on ne sera pas la Ligue espagnole. Mais avant de devenir une ligue vendeuse, il faut devenir une ligue point. On n'est même pas encore, pour moi, comme je l'ai dit, on n'est même pas encore une vraie ligue pro. Les joueurs prennent leur retraite à 25 ans parce que visiblement, ça ne fait pas vivre. Et là, on veut déjà penser à vendre des joueurs. Est-ce que, puis tout dépendant aussi, cet argent-là va être investi dans quoi? Est-ce que c'est pour payer des joueurs plus chers ou pour que les actionnaires reprennent leur investissement? C'est beaucoup d'interrogations, là. Je sais que Alex a son opinion là-dessus, là. Mais ouais, je pense que je vais être en désaccord avec beaucoup de choses. Par où commencer? OK. En gros, le deal, c'est quoi? Maintenant, on sait que c'est minimum de 4 internationaux qui doivent, comme tu l'avais dit, qui doivent être approuvés par la Ligue ou et 21st Club. Euh, Moi, je pense qu'il y a eu une surréaction sur le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'apprécie pas la position dans laquelle la Ligue se trouve en ce moment. Il y a beaucoup de surréactions parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, le monde ont paniqué sur ce que Olivier Pratt a sorti, mais il a aussi rappelé que, hey, il ne faut pas oublier que Acuna à Ottawa, c'est pas Atlético Madrid qui l'a trouvé, c'est 21st Club. Puis il a bien performé pour le club. Donc, tu n'es pas forcé de signer des jeunes internationaux de U20. Tu sais, tu peux aller chercher des plus vieux, mais on veut juste éviter des mauvais contrats. Puis, tu sais, on parle d'une ligue qui est en l'an 2. Tu sais, des mauvais contrats, ça peut faire mal à un club. Pour moi, ce deal-là, moi, je le vois quadruple G. Quadruple gagnant, 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 gagnant. C'est gagnant pour le jeune joueur parce que tu as beaucoup de joueurs qui viennent d'académies prestigieuses. Puis, c'est pas vraiment qu'ils n'ont pas beaucoup de talent, mais c'est juste que, tu sais, pour percer le premier club, c'est très difficile. Tu prends un gars comme Diaz à Pacifique, puis j'ai demandé à des fans mexicains de me parler de Diaz, puis ils m'ont dit ah, il est correct. Il est correct, mais il n'aurait jamais percé América au Mexique. On le regarde en 2020, ça a pris un peu de temps, ça a pris quoi, 2, 3 ou 4 matchs, et Diaz produisait. Des fois, c'est juste que le jeune de 18, 19 ou 20 ans, whatever, il a juste besoin de saisir sa chance d'avoir l'opportunité de performer dans une ligue D1 et de prouver ce qu'il vaut. Puis des fois, tu as juste trop de talent à quelque part, puis tu ne peux pas percer. Fait que c'est bon pour le joueur, parce que ça fait augmenter sa valeur, puis ça augmente ses chances d'aller en Europe, parce que Borges a prouvé ça, Estevez a prouvé ça, que c'était possible d'aller en Europe, et au pire, Waterman a prouvé que si tu performes bien en CPL, tu peux aller en MLS. L'autre qui est gagnant, c'est la Ligue. Parce que pour la Ligue, tu vas aller chercher des joueurs. Tu sais, tu peux annoncer, d'un point de vue marketing, j'ai des Brésiliens, j'ai des Argentins, j'ai des Sud-Américains, j'ai des Africains, j'ai des Européens. Ça aide à vendre ta Ligue. Ça crée un pouvoir d'attraction. Puis ça aide à augmenter ou maintenir un certain niveau de jeu. Puis aussi, ce qui est très bon pour la Ligue, c'est que la Ligue peut créer ses propres stars. Parce que tu prends d'autres ligues ailleurs qui commençaient, ils étaient très dépendants de stars qui étaient déjà établis, puis les surpayer pour venir dans leur propre ligue, pour dire ah, on a une star dans notre ligue. La CPL est dans une position de créer ses propres stars et de les revendre. Le troisième gagnant, c'est les clubs. Parce que là, tu viens de créer une opportunité une nouvelle source de revenus. Fait que tu fais rentrer un Brésilien de 18 ans, tu ne vas pas abandonner sur son sort après une saison. Tu vas persévérer avec lui pendant 2, 3 saisons. Puis qui sait, la troisième saison, il brûle la Ligue. Qu'est-ce qui arrive à un joueur qui brûle la CPL? Il part. Il part plus haut. Il part en MLS, c'est une réussite. Il part en Europe, c'est une réussite. C'est une réussite anyways. Puis le club fait de l'argent. Et le dernier gagnant, c'est 21st Club. Puis, tu sais, j'avais écouté votre podcast avec Roman Molino, c'est ça? Roman Molina, oui. Molina, exactement. Puis, tu sais,
il disait que, bon, ben, il n'avait jamais entendu cette stratégie-là ailleurs. Il n'avait jamais entendu ça, cette approche-là. Il a raison, c'est totalement unique. Mais en même temps, il avait ajouté que ça ressemble à, on fait ça pour les agents, puis c'est une histoire d'agents. Mais si tu prends le point de vue si tu prends le point de vue affaires, tu peux être sûr qu'à la revente, 21st Club touche quelque chose. Il y a un deal qui s'est fait entre la Ligue et eux autres. C'est pas à l'avantage de 21st Club de faire entrer des citrons dans la Ligue qui ne seront pas revendus. C'est à l'avantage de 21st Club de faire rentrer du monde que tu peux, pour pas cher, que la Ligue fait rentrer pour pas cher, puis tu peux maximiser à la revente. Parce qu'eux, ils vont prendre une part. Puis, c'est pas à leur avantage en termes de réputation. Parce que si ça marche avec la CPL, c'est quelque chose qui peut être répliqué dans d'autres ligues. Puis la CPL, c'est unique. C'est une approche totalement unique. Fait que si tu réussis avec la CPL, tu peux le faire avec d'autres ligues. Peut-être pas avec les grosses ligues, parce que, on parle de clubs centenaires, mais si tu parles avec des clubs, tu parles de ligues qui existent depuis une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, si la CPL prouve que ça marche, pourquoi tu le ferais pas? Puis l'autre chose que le monde ne comprend pas aussi, c'est l'expertise. À quelque part, moi je pense, puis j'avais vu ça quelque part, la Ligue n'était pas satisfaite des internationaux qui étaient rentrés dans la première année en CPL. Si tu n'as pas l'expertise, pourquoi tu prendrais une chance sur des clubs qui n'ont aucune expertise, puis tu as des managers, puis tu as des coachs qui vont magasiner? Moi, je pense qu'il y a un examen de conscience qui s'est fait au niveau de la Ligue, puis ils ont dit, on n'a peut-être pas l'expertise pour faire le recrutement, c'est mieux de le donner à des experts. Puis ça, c'est une preuve d'humilité. C'est pour ça que je vois le monde qui panique, puis je suis comme, ben, d'où vient cette assurance, je ne veux pas dire arrogance, mais d'où vient cette assurance? Peut-être que la Ligue a fait, tu sais quoi, on est nouveau, on existe depuis 2019, puis on n'a pas l'expertise. On n'est pas Real Madrid. On n'est pas PSG qui a toutes les connexions en Afrique. On ne l'a pas. Tu sais quoi? On va centraliser ça, on va utiliser une firme, puis on va bâtir notre expertise, puis au cours des années, quand on va l'acquérir, notre expertise, on n'aura plus besoin d'eux. Je vois pas, je pense qu'il y a une surréaction sur le deal avec 21st Club. Je pense qu'à court terme, c'est pragmatique, ça fait du sens. Je vois pas c'est quoi le gros deal, honnêtement. Sincèrement, moi, je suis un peu entre vous deux. Je peux comprendre un peu la réaction de Daniel et je peux comprendre la tienne aussi d'Alex. Et pour moi, c'est vraiment, on va se retrouver, je pense, exactement au milieu. Je peux comprendre que obliger les clubs à avoir 4 étrangers, c'est peut-être un peu trop. Peut-être qu'on pourrait dire aux clubs, essayer et les encourager, leur donner peut-être des sortes de facilité à recruter des étrangers, là, je suis complètement d'accord. Mais les obliger à avoir 4 étrangers, je trouve que c'est un peu trop poussé. Et c'est sur ça où je suis un peu moins d'accord. Par contre, là où je rejoins Alex, et je te rejoins à 100%, c'est que effectivement, pour hausser le niveau de la ligue, il faut que tu aies des étrangers qui arrivent avec une autre façon de voir le soccer. Par exemple, on sait que les Brésiliens, même si jamais tu vas venir en deuxième, en troisième division, ça va être des joueurs qui vont être extrêmement techniques. Amener ces joueurs tellement doué techniquement en CanPL, ça peut monter le niveau technique de la ligue. Amener des joueurs, des Italiens, ça va d'habitude, quelqu'un du championnat italien ou whatever, ou qui ont joué, ou qui ont eu un peu comme Paolucci, dont tu as parlé, mon ami Daniel, sur Culture Soccer, ben, c'est intéressant parce que ça t'amène un peu une culture tactique que tu n'as pas ailleurs. Donc, moi, j'aime bien avoir un melting pot d'étrangers qui viennent ajouter à la formation canadienne. Donc, pour moi, je suis un peu entre les deux. Après, de nos jours, on est en 2020, arriver avec des joueurs proches de leur carrière, proches de la fin de leur carrière, ce n'est plus la façon de faire. Et on le voit de plus en plus dans les ligues en développement. Ils préfèrent faire des paris en allant chercher, je regarde un peu par exemple ce qui se passe un peu à l'Impact ou ce qui s'est passé à Atlanta ou ce qui s'est passé à Los Angeles FC du côté de la MLS ou ailleurs dans le monde, hein. On va chercher des joueurs pas chers
dans des pays inconnus, dans des marchés inexploités, ou bien dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième divisions dans des grands pays de foot, pour les mettre en lumière et à ce moment-là, leur donner tout ce qu'il faut pour réussir. Puis si jamais ça marche, ben c'est parfait, tu fais une plus-value. Puis si ça marche pas, en tout cas, ça t'a rien coûté. Donc, c'est la manière de fonctionner maintenant en 2020. De nos jours, c'est la manière à suivre. Donc, je comprends un peu la Ligue. Après, je pense que la façon dont ça a été fait est un peu maladroite et c'est pour ça qu'il y a eu autant de personnes qui ont critiqué et qui ont commencé à aller un peu de tous les côtés. Je comprends la Ligue, par contre, je pense qu'ils auraient pu le faire d'une différente manière, peut-être en étant un peu plus loose ou sans obliger les clubs à signer 4 joueurs étrangers. Bref, on a chacun donné un peu son avis sur cette situation du 21st Club. J'aimerais avoir chacun un verdict final en une phrase ou deux de chacun d'entre vous. Alex, je te laisse commencer. Verdict final sur cette histoire de 21st Club? Le verdict final sur 21st Club, c'est il faut comprendre que la CPL est jugée sur... Et il est jugé sur, il est jugé par rapport aux autres ligues ailleurs. Puis il faut comprendre que la CPL n'est pas dans une situation comme les autres ligues. C'est une ligue qui partage son territoire avec une ligue américaine. Donc, ses décisions vont être différentes. Puis la même chose avec la MLS qui devait trouver des façons d'être, pas compétitionné, mais d'avoir de la relevance dans son propre marché aux États-Unis face aux 4 grosses ligues. La CPL est obligée de faire la même chose. Fait que la CPL, c'est une ligue qui est condamnée à ne pas régresser. C'est une ligue qui est condamnée à faire mieux. C'est une ligue qui n'a pas le luxe de pouvoir arriver en 2022 ou 2021 ou 2022 et faire pire que l'année précédente parce que la seule raison pourquoi la CPL a eu de l'attention dans les gros marchés comme Vancouver, Toronto et Montréal, c'est parce qu'elle a dépassé les attentes. Puis on peut comprendre que la Ligue prenne des décisions pour être sûr, OK, là, en 2019, je suis au niveau 60. En 2020, je suis au niveau 65. En 2021, je dois atteindre le niveau 70. Au pire, je dois rester au même niveau. Je n'ai pas le droit de régresser. Parce que si tu n'as pas les gros marchés médiatiques, tu vas être ignoré. Puis si tu n'es pas ignoré, tu peux pas. Si tu es ignoré, tu ne peux pas grossir. Fait qu'il faut pas. Il faut comprendre où est-ce que la position de la Ligue, puis c'est une Ligue qui est condamnée à devoir trouver des solutions inorthodoxes pour se démarquer et progresser. Ça, c'était mon seul point. Daniel? De mon côté, je pense que le partenariat est intéressant dans la mesure où il donne accès à une base de données qui serait très complexe pour que chaque club dépenserait beaucoup d'argent en recruteurs ou ferait affaire avec tout le temps les mêmes agents. Mais par contre, j'ai un bémol, notamment le fait que l'Atlético Ottawa, tu sais, je veux dire, tant qu'à avoir l'Atlético Madrid impliqué, ben, j'aurais aimé qu'il nous ramène un peu des joueurs de l'Atlético Madrid ou de l'Atlético San Luis au Mexique. Également, la base de données, elle va là où des bases de données existent. En Afrique, c'est presque inexistant, le Analytics, là. Un joueur comme Mustafa Kidza, je sais pas s'il aurait pu... Mustafa Kidza, quand même, il a joué à la Ligue des champions d'Afrique et il est appelé avec l'équipe nationale de l'Ouganda. Mais c'est le genre de joueur que je vois difficilement comment il aurait pu être recruté. Eliman Cissé aussi. Il y a les mêmes agents que beaucoup de joueurs dans la Ligue, mais ça aurait été difficile, là. Donc, moi, je pense que j'ai rien contre la base de données, mais j'aimerais ça que les clubs développent des relations avec des recruteurs et des agents pour justement avoir une certaine autonomie et aller vers des marchés inexploités, notamment l'Afrique. Ça peut être très intéressant tout ça. Je pense que il y a un mélange de tout qu'il faut avoir du côté de la CanPL. Et comme l'a dit un peu Alex, j'ai plus tendance à être d'accord avec Alex. Comme l'a dit un peu Alex, je pense que on peut pas traiter la CanPL
comme une autre ligue européenne parce qu'il y a tellement de choses complètement différentes. On est dans un continent qui est un peu à l'écart de tout. Le Canada, on est quand même très, très loin de tout avec pour seul voisin les États-Unis, là. Donc, j'ai comme l'impression que c'est beaucoup plus difficile de se comporter comme une ligue européenne de seconde ou de troisième ou de quatrième zone. Donc, pour moi, je peux comprendre que la KNPL essaye d'innover d'une certaine manière et de ne pas aller vers le côté on fait juste copain-copain avec des agents, puis on fait ça. On essaie de changer un peu les choses et de trouver une autre manière de le faire. Après, bon, est-ce que c'est vraiment une autre manière de faire ou non? Romain Molina nous avait dit que toute cette histoire de 21st Club, c'est encore du copinage d'agents. Donc, faut voir si effectivement on revient on est en train d'atteindre cet objectif-là, de vraiment essayer de faire quelque chose de nouveau, ou bien c'est juste exactement la même chose, mais avec une autre couverture, en fait. Donc, faut voir ça de ce point de vue-là. En tout cas, c'était des sujets très intéressants, les amis, parlant de York 9 FC et de cette base de données 21st Club et de ce que la KNPL a décidé. Je pense que ça va clore notre podcast. Alex, merci d'être rejoint à nous. J'espère que ce premier podcast officiellement avec l'équipe t'as vraiment plu ta participation à ce podcast-là? J'ai adoré. J'ai déjà hâte à la prochaine fois et d'amener des nouvelles et des propos plus tranchants. Ben, excellent, excellent. Daniel, comme d'habitude, toujours au top. Mon ami Daniel, merci d'être là. Merci à vous, les gars, et bienvenue à Alex. Je sais qu'on a fait plusieurs épisodes ensemble déjà, même des fois sans Hedy. Mais là, c'est agréable de vous avoir les deux, là. Puis je pense qu'on a des bons débats, là. Pour de vrai, j'aime ça, là, ce genre de discussion. On n'est pas d'accord, puis ça fait des débats, puis c'est intéressant, là. Sinon, c'est plate, de voir des yes men qui font juste s'encourager entre eux, là. Je pense que c'est pas ça que nos éditeurs méritent mieux que ça. Exactement. En tout cas, j'espère que vous aimez ça, les amis. Merci à tout le monde de nous supporter et de partager notre contenu. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous parler, à nous donner des sujets ou quoi que ce soit. On est toujours là pour vous répondre. Donc, ce sera tout pour cet épisode de CS à l'érable et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le soccer canadien.